Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la rémunération des dirigeants de TPE et d'un sujet d'actualité, les retraites, qui est une forme de rémunération différée. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Alors en France, le sujet de la rémunération, c'est un sujet tabou, comme chacun sait, et encore plus celle des dirigeants d'entreprise ou des dirigeantes. Pourtant, on serait surpris d'apprendre que les dirigeants de ces entreprises, les petites entreprises, ne roulent pas sur l'or, contrairement peut-être aux idées reçues. Alors, on a en France un rapport à l'argent qui est assez ambigu par rapport aux pays anglo-saxons. On a une vieille culture ou un vieux fond catholique qui fait que l'argent, c'est quelque chose de tabou, dont on ne parle pas. Il est toujours difficile de parler de sa rémunération. Donc tout ça participe au fait qu'il y ait une espèce de flou autour de ces rémunérations, en particulier des dirigeants. Alors même si, on en parlera plus tard, la rémunération de certains dirigeants s'affiche publiquement, mais en tout cas, alors déjà entre les salariés, c'est compliqué de parler de ces rémunérations. Et pour celles des dirigeants de TPE, parce que c'est ça qui nous intéresse, ça reste vraiment très, très compliqué. Et en plus, il y a une petite notion qui est assez intéressante, qui avait été notée dans certains réseaux de femmes entrepreneurs, comme Entreprendre au féminin en Bretagne. C'est qu'il y a une différence de perception en plus entre les hommes et les femmes au niveau de la rémunération, les femmes étant moins enclines à réclamer de l'argent ou finalement à se faire mieux rémunérer ou mieux rémunérer leurs prestations que les hommes. Et donc c'est une petite différence dont j'ai entendu parler ou certaines animatrices de réseaux de femmes chefs d'entreprise m'ont fait part. Ensuite, il y a une notion aussi pour la rémunération des dirigeants. Pourquoi on parle de rémunération? C'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'un salaire, puisque la plupart des dirigeants prélèvent finalement une rémunération sur le bénéfice de l'entreprise, quand il y en a. On parlera plus tard quand l'entreprise ne fonctionne pas bien, c'est difficile de se rendre une rémunération. L'autre chose aussi, c'est que dans la plupart des cas, ça dépend évidemment du statut de l'entreprise, mais en tout cas pour les SARL, les URL, les entreprises individuelles, il n'y a pas de contrat de travail. Alors, il n'y en a pas non plus dans les SAS ou dans les SA, mais le fait qu'il n'y ait pas de contrat de travail fait qu'il n'y a pas forcément de bulletin de salaire, sauf si le dirigeant est salarié, comme dans les SAS ou dans les SA. Et donc, du coup, ce qui fait que cette rémunération, elle est quasiment directement liée à la performance de l'entreprise, finalement. Donc, ça en fait une différence fondamentale par rapport à un salaire qui est versé à un salarié. Il a un bulletin de salaire avec toutes les mentions qui vont bien, avec son niveau hiérarchique, sa position, son poste, etc., la date d'entrée, etc. Le dirigeant, il peut avoir, évidemment sur le bulletin de salaire, il peut avoir sa date d'entrée. En général, c'est le moment où le dirigeant devient salarié, par exemple. En tout cas, ça a été le cas pour moi à un moment donné. Mais en tout cas, ça dépend du statut de l'entreprise. Alors dans les grandes entreprises, il y a souvent l'affichage des rémunérations, voire des stock options, ou des parachutes dorés, on parlait de ça autrefois, on en parle un peu moins maintenant. Il y a une espèce d'affichage un peu éhonté de ces rémunérations qui se comptent par 1 million d'euros parfois, ce qui peut paraître choquant. On parlera un peu de ces niveaux de rémunération et ce que ça représente en fait symboliquement. En tout cas, c'est vrai qu'on a des écarts de salaire qui peuvent être très importants, notamment en France. On a des écarts de salaire qui peuvent être de 17 à 100 fois les rémunérations moyennes des salariés de l'entreprise en question. Et forcément, c'est une source d'inégalité.
Alors, en plus, on parle de rémunération, donc ce qui est déclaré comme rémunération. On parle même pas des dividendes. On parle pas. Je parlais tout à l'heure des stock options, des choses comme ça, des rémunérations qui peuvent, d'autres types de rémunérations qui peuvent être en complément de la rémunération factuelle finalement d'un dirigeant d'une grande entreprise. Et tout ça, bon, c'est assez pénible pour les dirigeants des petites entreprises qui, évidemment, n'ont pas les mêmes niveaux de rémunération. Alors, vous allez me dire, les tailles d'entreprise sont différentes. On peut dire que peut-être les responsabilités sont différentes. Entre avoir la responsabilité de 3, 5, 10 salariés et 300 ou 500 ou 1000 salariés, c'est peut-être différent. Je ne suis pas certain. Peut-être en termes de risque, oui. En termes de travail, je suis pas sûr. En tout cas, moi, dans l'entreprise, je suis toujours attaché à maintenir un écart de salaire entre le patron, moi-même, et les salariés, qui est le plus faible possible, parce que après tout, même si effectivement c'est moi qui prends les risques dans l'entreprise, puisque je suis propriétaire de mon entreprise, l'écart de salaire ne dépasse pas les 1,5 fois par rapport au plus bas salaire de l'entreprise. Donc je trouve que c'est plutôt sain d'avoir cette politique-là, parce que finalement, le chef d'entreprise, même d'une petite entreprise, voire d'une grande, évidemment, même s'il il peut éventuellement avoir plus de travail, et encore une fois, je ne suis pas certain, il est différent, c'est tout. Le chef d'entreprise, il assume un travail qui est différent de celui de ses salariés. Alors après, on peut parler de diplôme, de niveau de compétence, etc., évidemment. Mais en tout cas, au niveau du salaire, je pense que cette rémunération, et on verra après qu'elle n'est pas forcément extraordinaire, ou elle ne permet pas d'afficher des signes extérieurs de richesse comme certains patrons de grandes entreprises. Alors quand on parle de rémunération aussi, il faut regarder aussi dans le détail les différences de rémunération entre les différents métiers, ou les secteurs d'activité, puisque les chefs d'entreprise, y compris de petites entreprises, ne sont pas équivalents dans ce domaine-là. J'avais fait une petite étude il y a quelques années sur les rémunérations, les différences de rémunération sur le site de l'INSEE. On trouve pas mal de statistiques directement sur le site de l'INSEE. Et par exemple, ce sont les experts comptables qui ont les revenus moyens les plus importants. Donc autour de 8 500 € par mois. C'est pas mal, c'est assez confortable. Et pourtant, encore une fois, c'est une profession qui est réglementée. Elle a un ordre, l'ordre des experts comptables. Donc finalement, on peut dire qu'ils prennent le moins de risques possible. Et bon, voilà, il y a un niveau de rémunération qui est assez élevé. Après, il y a tout une échelle de rémunération en fonction des métiers que vous pourrez retrouver sur le site de l'INSEE en fonction. Et alors, elle n'est pas forcément dépendante du secteur d'activité, mais quand même, voilà. Parmi les professions qui gagnent le moins, par exemple, on trouve les coiffeurs. Les coiffeurs ou les coiffeuses sont parmi les chefs d'entreprise qui ont des rémunérations les plus faibles, avec des revenus des fois autour de 1200 € par mois. Ça fait pas beaucoup. Alors déjà, quand on est apprenti coiffeur ou coiffeuse, ou on travaille comme salarié dans un salon de coiffure, je pense qu'on n'est pas beaucoup rémunéré, mais le propriétaire ou la propriétaire du salon de coiffure, lui-même ne se rémunère pas beaucoup. Et c'est le cas de beaucoup de commerçants. On s'imagine pas, mais les commerçants qui sont, comme je le rappelle, aussi des chefs d'entreprise, de très petites entreprises, qui ont 1, 2 salariés, voire pas de salariés, n'ont pas des rémunérations de l'ordre de celles des experts comptables, qui ils les payent pour faire les comptes, établir les bilans des entreprises. Donc c'est des gens qui n'ont pas des rémunérations très très élevées. Et ce sont des discussions que j'ai avec certains de mes collègues, alors notamment par exemple dans le domaine des assurances, parce qu'ils sont des collègues dans le domaine des assurances, sont en contact avec beaucoup de commerçants ou de petits chefs d'entreprise, en tout cas pour ceux qui s'occupent de ces professions-là, et ils me rapportent régulièrement que ces petites entreprises, les rémunérations des chefs d'entreprise de ces petites entreprises sont quand même relativement faibles et que quelquefois ça permet pas de vivre correctement.
Donc bon, quand les personnes sont en couple, voilà, ils peuvent cumuler deux rémunérations, mais très sincèrement, il y a beaucoup de petites entreprises et notamment des commerçants où comment dire, les chefs d'entreprise ne gagnent pas beaucoup. On pourrait citer aussi je les cite souvent, mais les agriculteurs qui sont chefs d'exploitation. Et alors eux, typiquement, ont des rémunérations qui sont au ras des pâquerettes pour des heures de travail qui sont, c'est impossible, quoi. Ils travaillent peut-être pas le jour, la nuit, mais enfin, une bonne partie de la journée, quand il y a la traite à faire à 6 heures du mat et le soir, quand voilà, il faut faire le week-end aussi. Voilà, quand vous ramenez ça au taux horaire, vous n'avez pas des rémunérations très élevées, qui sont déjà pas très élevées. Et j'en sais quelque chose, puisque dans ma propre famille, nous avons des agriculteurs, et c'est vraiment c'est pas folichon du tout. On a aussi, alors parmi les plus faibles des rémunérations, on a les rémunérations des auto-entrepreneurs. Alors ça, pour moi, ça reste une fausse bonne idée. Autant l'idée initiale qui pouvait être séduisante, c'était de permettre en fait la création d'entreprises d'une façon très rapide et très libre, à la façon des États-Unis, hein, self-employed. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont déjà tout seuls. Auto-entrepreneurs, c'est bien ce que ça veut dire. Donc, ils ont peu le temps pour développer commercialement leur entreprise. À part certains, hein, évidemment, certains ont réussi à développer leur entreprise. Mais les rémunérations des auto-entrepreneurs, souvent, se situent, je crois, en moyenne autour de 300 € par mois. Donc c'est très bas. C'est vraiment, je pense qu'on a des gens qui sont dans la misère. Vraiment. Et pour preuve de ça, moi, j'ai vu mes propres enfants, hein, qui sont adultes, notamment les musiciens par exemple, c'est des rémunérations de ce type, hein. Donc ils ne vont pas aller très loin dans la vie avec ce type de rémunération. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a des très grands écarts en fonction des professions exercées par les chefs d'entreprise dans les petites entreprises. Je parle toujours des très petites entreprises, hein, on ne parle plus des grandes entreprises où la situation est un petit peu différente. Et ben forcément, tout ça, c'est une source d'inégalité, hein, puisque finalement, la quantité de travail, elle est, à mon avis, à peu près toujours la même entre les différentes professions. Comme je l'ai dit auparavant, là, il y a quelques minutes, c'est que les chefs d'entreprise, enfin, les petites entreprises et les grandes entreprises aussi évidemment, mais elles n'ont pas de contrat de travail, puisque finalement, dans le droit français, c'est un statut à part. Un dirigeant d'entreprise, s'il est salarié notamment par le fait du statut d'entreprise comme une SAS ou une SA, il peut être salarié, mais il n'a pas de contrat de travail. Même dans une SARL, où le dirigeant peut être un dirigeant salarié, s'il possède moins de 50% des parts, il aura un bulletin de salaire, mais il n'a pas de contrat de travail. Donc ce qui fait que finalement, la rémunération, elle est dépendante des résultats de l'entreprise. Et c'est ça qui est très compliqué. Un salarié, il n'a pas ce souci-là. Et évidemment, le salarié, il a le souci de pouvoir rester au sein de l'entreprise, de ne pas être licencié, économiquement ou pour d'autres raisons. Mais du coup, cette rémunération, elle est liée à la performance de l'entreprise. Et cette performance de l'entreprise, elle est elle-même liée, finalement, à la conjoncture économique. Peut-être de temps en temps aux performances du chef d'entreprise lui-même, hein. Il ne faut pas se voiler à la face. C'est-à-dire que s'il n'est pas suffisamment performant, il aura moins de contrats, donc il pourra moins se payer, forcément. Mais quand même, quoi, ça veut dire que cette rémunération, à mon sens, et j'ai toujours défendu cette idée-là, c'est qu'elle crée une inégalité, parce que je ne vois pas en quoi un chef d'entreprise, d'une petite entreprise en plus, serait pas moins un travailleur qu'un salarié finalement. Donc dans le vocabulaire, on a toujours, bon évidemment il y a un vocabulaire lié au syndicalisme en France depuis longtemps, depuis près d'un siècle je pense, mais mais finalement on est des travailleurs comme les autres, je pense qu'on travaille pas moins, et pourtant notre rémunération elle est dépendante de la performance de l'entreprise qui elle-même
est forcément variable parce que, en fonction des circonstances internes, externes à l'entreprise. C'est assez dommageable et c'est souvent très difficile à gérer. Alors, quand une entreprise fonctionne, on peut dire que dans le temps, il y a une récurrence et donc et peut-être que le chef d'entreprise s'améliore et donc sa rémunération peut s'améliorer dans le temps. On constate souvent, et je l'ai constaté très souvent autour de moi, auprès de mes collègues chefs d'entreprise, il y a des périodes de la vie de l'entreprise où les performances sont moindres, voire nulles. Et donc là, le premier qui trinque et le premier qui baisse sa rémunération, c'est le chef d'entreprise. Moi, il m'est arrivé, au moins une fois dans la vie de l'entreprise, en 25 ans, de ne plus me payer. Alors, je ne parle pas du début de l'entreprise, où au début de l'entreprise, effectivement, on n'a pas forcément de clients, on n'a pas de contrat, on n'a pas de choses comme ça. Donc finalement, la rémunération, elle augmente avec le volume d'affaires qu'on va faire au fur et à mesure des mois et voire des années. On va exclure ce cas-là. Mais il arrive dans la vie de l'entreprise, pour diverses raisons que j'ai dû évoquer dans d'autres podcasts, que les performances de l'entreprise diminuent. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, il arrive que le chef d'entreprise cesse de se rémunérer, ou se rémunère beaucoup moins, avec toutes les conséquences que ça a sur sa retraite. On en parlera tout à l'heure, parce que forcément, si vous ne payez pas ou moins, le niveau de rémunération ou de pension de retraite sera moindre. Et donc, un salarié n'a pas ce genre de problème. Et l'autre point aussi, c'est, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, par rapport aux grandes entreprises, c'est que quand je parle d'inégalité par rapport à cette rémunération-là, c'est le fait qu'un chef d'entreprise se rémunère moins parce que la conjoncture économique fait que les performances de l'entreprise sont moindres, ou parce qu'il y a des facteurs internes ou externes à l'entreprise qui fait que la performance, encore une fois, est moindre. Donc la performance de l'entreprise, donc on voit qu'elle a une grande influence sur la rémunération de l'entreprise, et c'est ça qui en fait un facteur d'inégalité finalement. Même par rapport au fait qu'un chef ou une chef d'entreprise travaille le même nombre d'heures qu'un dirigeant d'une grande entreprise, par exemple, ou voire d'un dirigeant d'une PME et d'un salarié. Enfin, je veux dire, voilà. Je crois qu'il n'est pas question de parler pour un chef d'entreprise, et on verra dans un autre podcast qu'il n'est pas aux 35 heures. Souvent, avec les collègues, on rigole de ça, on dit qu'on fait un mi-temps à 35 heures. Quoi. Nous, c'est juste un mi-temps. Et donc, ça, c'est en plus de la rémunération. Donc, déjà, l'inégalité entre les rémunérations, entre les professions, qui est dépendante de la performance de l'entreprise, alors qui peut être due au chef d'entreprise lui-même. On peut pas exclure ce facteur-là, mais le fait qu'il est qui est cette différence entre des rémunérations entre des grandes et des petites entreprises pour des salaires qui n'ont rien à voir, ou des rémunérations qui n'ont rien à voir, je n'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qui fait la valeur du travail. Je veux dire, si moi je travaille 50 heures par semaine, voire plus, et que je gagne 100, 1000 fois, 1500, 2000 fois moins qu'un dirigeant d'une entreprise, qu'est-ce qui justifie ça ? À part le fait qu'un dirigeant de grande entreprise va gérer peut-être 5000, 10 000 salariés dans le monde. Et donc, peut-être que son risque est plus important, ou que ça nécessite des compétences supplémentaires. Certainement, gérer 5 salariés, gérer 10 000 salariés, ça requiert des compétences supplémentaires. Mais à un moment donné, ces gens-là, ils ont bien commencé par diriger des entreprises peut-être avec un nombre de salariés moindre. Donc ça, pour moi, ça pose un souci, parce que du coup, par rapport à l'administration, par exemple, on est censé payer le même type de charges, même de cotisations sociales. On rémunère des personnes extérieures à l'entreprise pour faire la comptabilité, comme les experts comptables. Ils vont se dire que je leur en veux, mais voilà, c'est une profession réglementée, encore une fois, qui gagne bien sa vie et dont on a besoin, et qui n'ont finalement peu de risques. Voilà. Et pourtant, c'est des professions qui sont moins taxées que certaines autres, qui sont obligées de travailler plus, avec plus d'efforts, pour obtenir le même type de résultat en termes de rémunération, puisqu'on parle de la rémunération aujourd'hui.
Enfin, il faut aussi parler évidemment du black, ce qu'on appelle le black ou la fraude, hein. Bon, ça existe dans certaines professions que je ne nommerai pas, mais effectivement, certaines prestations peuvent se faire payer sous forme de liquide, donc évidemment, il n'y a pas de trace. Euh, bon, c'est toujours un peu embêtant parce que évidemment je ne serai jamais dans la dénonciation, voilà, de ce type de pratique, mais pour ma part j'ai toujours considéré que c'était effectivement une forme de fraude fiscale. Bon, voilà. D'autant que si tous les autres respectent les règles, ça pose un problème, quoi. Donc voilà, c'est toujours un problème d'inégalité aussi finalement par rapport à ça. Donc non, c'est pas à faire. Puis bon, alors c'est vrai que dans les professions de service telles que les nôtres, dans l'informatique, dans la communication, dans tout type de services, de conseils, des choses comme ça, on n'a pas de caisse, hein, donc tout passe par des moyens de paiement traçables, les virements, les chèques, voilà. Donc moi, ça m'est quasiment jamais arrivé d'avoir de l'argent liquide. Voilà, donc il faut savoir que ça existe. Ça va être de plus en plus difficile parce que finalement la dématérialisation de la monnaie aussi fait que ça devient très difficile finalement de se comporter de cette manière-là ou de se faire payer avec de l'argent liquide ou de faire passer une certaine prestation. Et forcément, pour certaines professions, et je sais que certains le justifient, ça met un peu du beurre dans les épinards, quoi. Voilà. Donc, mais bon, pour moi, et sans vouloir être moraliste à tout craint, je pense que c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, surtout si tout le monde respecte un peu les règles autour. Donc voilà. Alors tout ce que je viens d'énumérer ou de raconter, c'est pas pour l'amour de l'argent, hein. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais en tout cas il contribue. Le tout, c'est finalement, comme l'argent ou la rémunération, c'est un facteur de reconnaissance finalement, que ce soit pour des salariés, mais ça l'est aussi pour des dirigeants d'entreprise. Donc il faut que, voilà, il faudrait qu'il y ait plus d'égalité euh, concernant cette rémunération-là, considérant finalement finalement le volume de travail de la plupart, quand même, la majorité des dirigeants d'entreprise, et surtout des petites entreprises, hein, parce qu'ils sont souvent à travailler plus que d'autres grandes entreprises. Hein, moi, je ne vais pas faire mon parcours de golf tous les 2 jours. Hein, voilà. C'est ce que j'ai du temps et que tout le monde est en train de gérer derrière. Mais voilà, donc je pense que ça, c'est une réflexion. Alors évidemment, c'est pas forcément communément admis, puisque ce qui est communément admis, c'est que quand on est patron d'une entreprise, normalement, on doit gagner sa vie, bien gagner sa vie, c'est normal. On l'a vu que c'était pas le cas pour tout le monde, hein, et croyez-moi, dans mon entourage ou dans mes réseaux, j'ai pas mal de personnes qui gagnent pas forcément leur vie en étant chef d'entreprise ou chef d'entreprise. Donc c'est dur. Et voilà, je pense qu'il devrait y avoir une réflexion à ce niveau-là pour savoir que représente la valeur finalement d'un dirigeant d'entreprise. Est-ce que la valeur c'est sous forme d'une rémunération ou c'est autre chose, hein, c'est peut-être autre chose, hein, je parlais de reconnaissance, hein, mais bon, dans le monde actuel, il faut bien un peu de rémunération pour vivre. Pour se nourrir déjà, se loger, accéder à la santé, etc. Donc je pense que philosophiquement, il y a quelque chose à repenser dans ce système. Alors le dernier point que je voulais aborder, c'était le sujet de la retraite, parce que finalement, pour moi, c'est assez lié. C'est-à-dire que finalement, c'est la rémunération qu'on aura eue pendant toute sa carrière, alors là en l'occurrence de chef d'entreprise ou de chef d'entreprise, qui va conditionner finalement le niveau de pension qu'on aura à la retraite. Alors si, évidemment, comme moi par exemple, mais c'est pas le cas évidemment de tout le monde, hein, mais moi j'ai fait des études longues, j'ai vécu à l'étranger parce que à l'époque il fallait faire son service militaire et je suis parti en coopération. Vous imaginez le nombre d'années en moins de cotisation que j'ai eu, et donc il aurait fallu finalement que je rattrape
sur finalement le peu d'années d'exercice. Bon, ça fait quand même 25 ans, mais c'est pas assez, hein, quand on sait qu'on doit faire 43 ans. Ça, ça fait, bon, évidemment, ça fait un peu plus de la moitié, mais je vais avoir du mal à cumuler tous les trimestres requis. Et donc, quand en plus, il y a des éléments de conjoncture économique qui font que vous rémunérez moins, ou des problèmes d'entreprise, enfin voilà, qui est que vous rémunérez moins, vous imaginez ce que ça donne à la retraite. Et ben, je connais beaucoup de commerçants, alors des agriculteurs en particulier aussi, mais qui ont des retraites misérables. Parce que les niveaux de cotisation, les niveaux de rémunération versés pendant toute leur carrière professionnelle étaient extrêmement bas, ou conditionnés, comme je l'ai dit, par les performances économiques, ou par des facteurs externes, et donc ben, vous vous retrouvez avec des retraites extrêmement basses. Alors les gens vont dire oui, mais ils ont souscrit des retraites complémentaires à côté, ils ont mis de l'argent à côté. Oui, quand on peut, quand l'entreprise va bien. Enfin voilà. Alors, la plupart des gens, au bout d'un certain nombre d'années, finissent par le faire, mais ça reste marginal. Et donc là, c'est encore une source d'inégalité, parce que finalement, moi personnellement, j'aurais moins de retraite que certains de mes salariés qui sont restés autant que moi pratiquement dans l'entreprise. Donc il y a un petit souci quand même, hein. Alors les gens vont dire aussi oui, mais vous aviez qu'à vous rémunérer plus, vous avez qu'à... oui, non. Encore une fois, ça dépend de l'état de santé de l'entreprise, ça dépend du volume de charge, de la masse salariale que vous avez dans l'entreprise. Moi, je fais toujours assez attention à ce que la masse salariale ne dépasse pas un certain niveau, ou un certain pourcentage du compte de résultat, par exemple, hein. On parle d'intermédiaire de gestion pour ceux qui sont dans la comptabilité. Non, c'est pas toujours possible. Donc voilà, donc on n'est pas toujours maître de cette rémunération-là. Et forcément, on s'achète pas des Ferrari ou des villas dans le sud tous les 15 jours, quoi. Ça, c'est... Voilà. Donc voilà, donc du coup, quand on a eu un peu des vaches maigres certaines années, ça a un impact important sur la retraite, et il n'y a rien qui nous permet de rattraper ça et de cotiser plus finalement, hein. Quand on n'a pas en plus des problèmes avec certaines caisses de retraite, parce que la France, on a un système tellement administratif ou administré que c'est assez compliqué les relations, notamment avec les caisses de retraite. J'ai eu, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo auparavant, notamment avec une caisse de retraite qui est en charge des professions libérales, qui avait décidé de me faire payer des cotisations vieillesse complémentaires sur une holding. Alors une holding qui n'avait servi qu'à racheter des parts de mon entreprise, donc qui n'avait absolument pas d'argent, évidemment, et sur lequel je n'exerçais aucune fonction. Simplement, le système français est tellement tordu pour juste une histoire de SIRET, de numéro de SIRET, qui avait été mal renseigné au départ, j'ai dû cotiser et perdre énormément de milliers d'euros auprès de cette caisse de retraite pour une activité que je n'exerçais pas. Alors que je cotisais pleinement en tant que dirigeant de mon entreprise principale auprès de l'URSSAF en particulier, auprès des caisses de prévoyance qui sont prévues qui sont prévues légalement au niveau des différentes entreprises. Mais bon, je ne suis pas le seul à malheureusement confronté à ce genre de choses. C'est-à-dire que ça, c'est un autre sujet, mais qu'on abordera dans un autre podcast, c'est que quand vous créez une entreprise, en fait, finalement, vous commencez à payer. Donc, et notamment toutes ces cotisations sociales, même si vous n'exercez pas d'activité et même si vous n'avez pas de revenus. C'est assez extraordinaire comme situation. Et c'est pour ça que on parlait des auto-entrepreneurs tout à l'heure, mais qui était une fausse bonne idée, comme je disais, c'est-à-dire que ça aurait pu être un système où finalement vous ne cotisiez que à partir du moment où vous génériez des revenus. Voilà. Parce que le principe évidemment de l'impôt ou du consentement à l'impôt, c'est que vous avez des revenus, vous cotisez collectivement à travers vos impôts à
à l'édification d'un certain nombre de structures, de la santé, de la justice, etc. À partir du moment où vous générez des revenus. Mais si vous n'avez pas de revenus, ça paraît assez compliqué de cotiser pour quoi que ce soit. Enfin voilà, ça c'est un aparté sur les caisses de retraite. C'est horriblement opaque, ces caisses de retraite, même si ça a eu tendance à se simplifier ces dernières années, notamment avec la reprise de la gestion des retraites par l'URSSAF, des caisses de retraite en tout cas par l'URSSAF. On avait autrefois le RSI aussi, donc c'était assez compliqué. On a eu pas mal d'histoires par le passé avec des professions qui étaient au RSI, qui cotisaient au RSI, qui ont eu des rappels de cotisation mais énormes sur des milliers d'euros qui ne pouvaient pas forcément assurer. Bon, cette question de la retraite qui touche la rémunération est une question assez sensible pour les chefs d'entreprise, encore une fois, parce que leur rémunération, elle n'est pas lisse tout au long de leur carrière, ou elle n'est pas forcément lisse, en tout cas pour les petites entreprises, encore une fois, elle n'est pas forcément lisse. Un autre cas aussi que je pourrais citer, mais je sais que ça va toucher un certain nombre de gens comme moi, c'est les personnes qui ont bénéficié de l'ACRE, qui est l'aide aux créateurs repreneurs d'entreprises, qui était, il y a plus de 25 ans, peut-être 30 ans, c'était une aide qui était sous forme de subvention, qui a été transformée finalement en une exonération de cotisations sociales. Sur un an. À l'époque, c'était sur un an. Et puis moi, j'étais plus jeune, je démarrais l'entreprise, donc j'ai accepté l'ACRE. Finalement, ça m'arrangeait de ne pas payer de cotisation sociale la première année de la création d'entreprise. Mais quand j'ai reçu le bilan pour ma retraite, là, les premiers qu'on reçoit, c'est à 50 ans, puis là, avec mon compte retraite, on peut aller consulter son niveau de retraite à la retraite. Quand je me suis aperçu que l'État m'avait sucré un an, donc 4 trimestres, à cause de l'ACRE, je vous assure que ça m'a pas fait plaisir, quoi. Parce que du coup, je me suis senti floué. Parce que c'est pas comme si j'avais pas travaillé. Donc j'avais travaillé dur pour pouvoir monter mon entreprise. Alors, est-ce que l'État devait me faire la charité, voilà, de l'exonération de ces cotisations, ou comme ça se fait, je crois maintenant avec l'ACRE, c'est un report de charges qui s'étale sur les années. C'est presque plus juste, mais qu'on ne perde pas ces trimestres. Enfin, c'est une injustice totale. C'est déjà que, comme j'ai dit, moi et d'autres, quand vous avez fait des études longues et que vous avez dû, pour diverses raisons, travailler à l'étranger et que vous n'avez pas pu cotiser, vos nombres de trimestres, les quelques trimestres qui vous manquent, c'est précieux, quoi. Donc voilà, cette question de la retraite, aussi des dirigeants, dirigeantes d'entreprise, c'est une question cruciale. Et le dernier point concernant la retraite, puisque dans la plupart du temps, cette question des retraites se pose parce que les niveaux de rémunération n'ont pas été égaux pendant toute la carrière du chef d'entreprise. Donc du coup, une retraite pas forcément très alléchante. Beaucoup de petites entreprises ou de petits chefs d'entreprise se reposent en fait sur la revente de leur entreprise. C'est-à-dire que du coup, la vente de l'activité devient aussi un élément de la rémunération finale pour compléter finalement la retraite à la fin de l'entreprise. Malheureusement, on sait que je crois que c'est 40% des entreprises, des entrepreneurs qui vont partir en retraite dans les 10 ans, je crois, même voire plus. Peut-être que c'est différent en fonction des régions. Mais du coup, ça pose un problème parce que il y a beaucoup de petits commerçants, alors je parle même pas des consultants parce que des fois c'est pas forcément évident de revendre une activité de consulting, c'est assez particulier, surtout s'ils sont seuls. Mais les commerçants, les petites entreprises comme la mienne, donc c'est quelque chose c'est quelque chose qui est difficile à vendre parce que elle est souvent, comme c'est une petite entreprise, elle est souvent associée à son créateur. Et donc forcément, c'est pas forcément facile de trouver un repreneur qui soit dans le même état d'esprit, qui ait les mêmes valeurs, voilà.
Et donc, quand je parle de ça dans le niveau de la retraite, c'est souvent beaucoup de petits patrons ben, a- espèrent que la vente de leur entreprise viendra compléter la retraite qu'ils n'auront pas pu, ou le niveau de retraite qu'ils n'auront pas pu atteindre voilà, à cause de la rémunération qu'ils ont eue. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, et ça va l'être dans les prochaines années, ça va être une déception totale parce que soit il n'y a pas de repreneur. Imaginez un petit commerçant dans un bourg, en pleine zone rurale, voilà, ou même dans des petites villes, enfin voilà, il n'y a pas forcément de repreneur, ou des activités qui sont tellement typées qu'il n'y a, y a pas de repreneur. Donc là, ça va être une déception totale pour beaucoup de petits patrons de cet ordre. Même pour les agriculteurs, hein, c'est un peu le même souci. Il faut arriver à trouver, alors pas forcément un successeur sur la ferme même, parce que c'est un petit peu différent. Souvent, il y a la ferme et la maison d'habitation finalement sont au même endroit, donc on ne transmet pas son patrimoine personnel, mais bon, les terres, une partie d'exploitation quand même, parce qu'il y a quand même les outils d'exploitation. Mais donc voilà, donc du coup ça c'est vraiment quelque chose d'assez important, parce que pour un salarié, il a une indemnité de départ. Hein. Un dirigeant d'entreprise ou une dirigeante d'entreprise, des fois peut se retrouver à devoir fermer son entreprise et à licencier économiquement ses salariés pour pouvoir partir en retraite. Et donc, ce qui fait que il reste plus rien dans les caisses, en général. Donc, comme pour les salariés, la question de la rémunération est une source flagrante d'inégalité, comme on a pu le voir. D'autant plus que les dirigeantes ou les dirigeants d'entreprise n'ont pas de protection en cas de perte de leur emploi, ni d'indemnité chômage ou licenciement, en cas d'arrêt de l'activité. Hein. Bon nombre de chefs d'entreprise qui doivent cesser leur activité n'ont aucune protection, on se retrouve sans rien, hein, souvent sans rien. Si on ne prend pas leur patrimoine personnel, s'ils n'ont pas pris soin de le protéger, c'est des fois une catastrophe. Donc oui, hein, donc cette rémunération, ça engendre un certain nombre de réflexions assez complexes, hein, et c'est assez doublement tabou, je pense, pour les dirigeants de TPE. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.